La troisième vidéo que je dédierai au site d'Olympie sera consacrée aux différentes structures qui entourent la zone du sanctuaire de l'Altis. Je les décrirai en suivant un ordre me permettant de préciser leur rôle respectif lors des Jeux. Rendons-nous d'abord au sud du sanctuaire où se trouve le Bouleuterion. Le Bouleuterion était l'endroit où siégeaient les Bouleutes, des élus représentant la cité d'Élis. Ils sont chargés de contrôler la stricte observance des rites et règlements et de les modifier si nécessaire. Par contre, la gestion effective des Jeux et de l'organisation des épreuves était du ressort d'un autre corps de magistrats élus appelés Elanodis. Le Bouleuterion comportait un espace central où se trouvait une statue et un autel dédié à Zeus Orchios, celui qui reçoit les serments. Elle aura son importance le premier jour des Jeux. De part et d'autre étaient construites deux salles oblongues terminées par des absides, la salle nord jouxtant le mur romain d'agrandissement de l'Altis. Sur la photo aérienne, on reconnaît encore la forme du bâtiment. Par contre, au niveau du sol, il ne reste que des murs arasés, peu reconnaissables. Sur le plan d'Olympie, à l'époque de Pausanias, est mentionné un bâtiment appelé Ella Nodicaion. C'est là, à l'époque romaine, que se tiennent les Ellanodis pendant les Jeux. De ce bâtiment, il ne reste que des murs arasés, jouxtant la maison que Néron s'est fait construire pour assister aux Jeux. Les 10 Ellanodis avaient en charge la gestion de la totalité des Jeux. 9 d'entre eux sont élus par la cité d'Élis, 10 mois avant le début des Jeux. Par contre, le 10e est choisi pour sa vie durant parmi les descendants des rois d'Élis qui avaient refondé les Jeux après des années d'abandon. Ce sont les Ellanodis qui sont chargés en premier lieu de recevoir les candidatures des athlètes. Un mois avant le début des Jeux, ces athlètes sont rassemblés à Élis, où les Ellanodis les évaluent tant sur leur performance physique que sur leur comportement moral. Ils les classent aussi selon les deux catégories d'âge existant à Olympie, les adolescents et les adultes. Enfin, ils sélectionnent ceux qu'ils jugent dignes de participer aux Jeux d'Olympie. C'est ensuite que les Ellanodis et les athlètes sélectionnés se rendent en procession vers le sanctuaire. Pendant toute la durée des Jeux, leur rôle est primordial. Ce sont eux qui organisent concrètement les épreuves, tirent au sort les protagonistes des sports de combat, ainsi que les places de chacun lors des courses. Ils assistent aux épreuves et décernent aux vainqueurs la couronne d'Olivier. En cas de faute ou de fraude des athlètes, ce sont eux aussi qui infligent les amendes. Leurs décisions sont sans appel. Lors des épreuves sportives, les Ellanodis forment 3 groupes. L'un est chargé de la surveillance des courses de chevaux, le deuxième du pentathlon et le troisième des épreuves de combat et de course. Lors de leur séjour à Olympie, les athlètes avaient à leur disposition 2 installations sportives pour leur entraînement, un gymnase et une palestre. Elles sont établies entre le mur ouest de l'Altis et le lit de la rivière Cladéos. Au nord fut construit un grand gymnase. Il comporte une longue cour centrale de 220 mètres de long, servant aux entraînements de lancer de javelot et de disques. Cette cour était bordée de 4 portiques et s'ouvrait par un propyléon monumental. 2 d'entre eux, les portiques nord et ouest, ont disparu.
Le portique ouest a été emporté par les crues de la rivière. On pense qu'il était à 2 niveaux et pouvait servir de logis aux athlètes. Le portique sud, construit au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, comportait une seule galerie à colonnade. Cette galerie était adossée à la palestre et communique avec elle par une porte. Actuellement, seuls les soubassements du portique est, érigés avant la fin du IIe siècle, sont bien visibles. Il comporte une double colonnade, une colonnade extérieure ouvrant sur la cour et une colonnade intérieure séparant 2 pistes. En longueur, ces 2 pistes, appelées xitos, sont de la même mesure que celle du stade où se déroulaient les épreuves de course, soit 192 mètres 27. Elles servaient à l'entraînement des coureurs lorsque les conditions atmosphériques étaient mauvaises. La palestre jouxtait le gymnase. Elle comportait une cour carrée bordée d'une colonnade. Son entrée se trouvait à l'ouest. La cour servait aux entraînements du saut en longueur et des différents sports de combat. Près de l'entrée devait se trouver le vestiaire. Une fois déshabillés, les athlètes se rendaient d'abord dans l'aile nord, adossée au mur du gymnase. Là étaient situées, de part et d'autre de l'Ephébéion, 2 salles où les athlètes se préparaient pour les entraînements. Dans l'une, les Léotésion, leur corps était enduit d'huile. Dans l'autre, le Conistérium, leur corps était saupoudré de sable fin. Ils se rendaient ensuite sur le lieu d'entraînement, avec d'abord un échauffement consistant en des exercices rythmés par les aulettes, des joueurs de flûte, qui imposaient un rythme rapide à ces exercices. Les entraîneurs inculquaient aux athlètes les moyens de se dépasser, tant au physique qu'au moral. L'union du corps et de l'esprit étant un des critères fondamentaux de la pensée grecque. Après l'entraînement, les athlètes se dirigeaient vers les salles d'eau appelées loutrones, où, avec le strigyle, ils raclaient l'huile et le sable dont ils étaient enduits. Il existait aussi des salles de massage où l'on échauffait et assouplissait les muscles avant l'effort et où on les relaxait ensuite, ainsi que des salles de conférence ou d'accueil pour les visiteurs. À l'époque romaine furent ajoutés des thermes. On peut les repérer facilement lors de la visite car ils sont entièrement construits en briques. Il ne reste que des ruines arasées des autres bâtiments qui entouraient l'Altis. Je les mentionnerai simplement sur le plan en donnant leur utilisation à l'époque des Jeux antiques. Face à l'entrée du gymnase, au pied du mont Chronos, était situé le Prytanéon. Là était conservé le feu consacré à la déesse Hestia, qui devait brûler jour et nuit. C'est là aussi qu'était donné le festin offert aux invités de marque et aux vainqueurs des Jeux, suivant ainsi la tradition instaurée par Héraclès. Au sud de la palestre, un ensemble de bâtiments agrandis à l'époque romaine, appelé le Théotokoléon, devait servir de logis aux prêtres et aux devins. Plus au sud s'élevait un vaste bâtiment appelé le Léonidaion, du nom du mécène Léonidas de Naxos, qui l'a fait construire. Il comportait sur les 4 côtés extérieurs un portique de colonnes ioniques qui lui donnait un aspect monumental indéniable. Au centre, une cour était ornée d'un bassin entouré d'un jardin. Cette cour était entourée d'une colonnade donnant accès aux divers appartements. Là étaient logés à l'époque romaine les hôtes de marque, les fonctionnaires impériaux et l'empereur s'il venait au jeu. Le dernier bâtiment, situé à l'ouest de l'Altis, jouxtant la maison des prêtres,
avait été construit pour servir d'atelier au sculpteur Phidias lorsqu'il reçut commande de la statue de Zeus. Cet atelier était de la même mesure que le naos du temple, afin de permettre à Phidias de juger de l'effet que produirait la statue vue du bas. À l'époque byzantine, on aménagea une église dans l'atelier. Cette église conserve bien ses éléments constitutifs. On reconnaît le chancel fermant le chœur, les 3 nefs réservées aux fidèles, séparées par une colonnade et comportant en son milieu une chaire surélevée. Une grande partie de cette église a été construite grâce aux éléments d'architecture antique récupérés sur le site. Au nord, une terrasse établie au-dessus du niveau de l'Altis, entre celui-ci et les pentes du mont Chronos, comportait de petites constructions destinées à entreposer les riches offrandes que les cités dédiées à Zeus et appelées pour cela les trésors. Revenons à Pausanias pour les évoquer. Ce sont de petites constructions actuellement ruinées, bâties sur une terrasse établie au-dessus du niveau de l'Altis, entre celui-ci et les pentes du mont Chronos. Grâce au récit de Pausanias, on peut identifier 7 des cités qui construisirent ces trésors sur les 13. Ce sont Sicyone, Carthage puis Syracuse, Épidamne, Sybaris, Cyrène, Sélinonte, Mégare et Géla. Le trésor le plus connu est celui de Mégare. On a en effet retrouvé une partie de son fronton représentant une gigantomachie, le combat des dieux contre les géants pour la suprématie du monde. Sur ce fronton, on reconnaît un géant à genoux vaincu. La reconstitution montre 4 enfants de Zeus terrassant les géants. Hercule et Arès à droite, Athéna et Artémis à gauche. À l'origine, les courses se déroulaient dans un espace grossièrement aménagé. L'arrivée se faisait dans l'Altis, devant l'autel de Zeus. Le stade, utilisé au Ve siècle avant Jésus-Christ, encore visible actuellement, est situé à 12 mètres plus au sud et à 75 mètres à l'est par rapport au premier stade. Cela fait qu'il fut complètement séparé de l'Altis. Son sol est constitué d'un mélange de terre et de sable. 2 tracés transversaux, faits de dalles de calcaire, servent de ligne de départ et d'arrivée. Elles sont séparées de 600 pieds, soit 192 mètres 27, qui représentent la distance exacte de la course. Ces dalles sont striées afin de donner une assise aux pieds nus des concurrents et comportent des trous pour planter des poteaux les séparant les uns des autres. Lors des premiers jeux, les spectateurs prenaient place sur les pentes du mont Chronos. Le déplacement du stade vers le sud amena à la création de talus artificiels sur tous les côtés, de manière à augmenter la capacité d'accueil pour la porter à au moins 40 000 spectateurs. Il n'existait pas de gradins. Les spectateurs devaient rester debout ou s'asseoir sur l'herbe. Seuls 2 emplacements étaient délimités. Une tribune, prévue pour les Hellanotis, et face à cette tribune, un autel voué à Déméter. La prêtresse de Déméter était la seule femme mariée autorisée à regarder les jeux. L'exhaussement des pentes des talus obligea à couvrir le passage, jusqu'alors à ciel ouvert, qui reliait l'Altis au stade. Une arcade du tunnel existe encore. L'hippodrome était situé au sud du stade, sans doute parallèle à lui. Il n'en reste rien, toutes les infrastructures antiques ayant été détruites lors de crues successives de l'Alphée. On ne connaît donc sa structure que par les textes antiques. La piste
possédait 3 longueurs de stade, soit 769 mètres, terminées par 2 arcs de cercle. Sa largeur correspondait à la mesure du stade, soit 192 mètres 27. Elle comportait 2 bornes séparées par une longueur de 3 stades. Chevaux et chars devaient effectuer un trajet en boucle. C'est au niveau de ces bornes que les risques de verser étaient les plus grands, surtout que tous les concurrents essayaient de passer au plus près de celle-ci afin de raccourcir la distance de la course. L'hippodrome était entouré sur 3 côtés de talus artificiels. Le 4e côté comportait un portique appelé par Pausanias d'Agnatos. Pausanias s'attarde dans sa description d'Olympie sur la manière dont étaient organisés les départs des courses. Il explique que l'aire de départ, située près du portique d'Agnatos, comportait des loges établies en éperon de part et d'autre d'un autel central. Dans ces loges, tirées au sort, s'installaient les chevaux et les chars. Devant chacun est tendue une corde. Un mécanisme contenu dans l'autel retire la corde des loges périphériques de manière à ce que les chevaux situés à l'extérieur s'élancent les premiers. Puis, on retire les cordes vers le centre au fur et à mesure. Ainsi, chacun a des chances égales de l'emporter.